Que va changer la flat tax pour vos placements? On voit ça avec Maître Jérôme Barré. Bonjour. Bonjour David. Avocat associé au cabinet Franklin. Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, il a le sens de la formule, il nous parle d'une révolution fiscale. C'est la révolution fiscale de ce projet de budget. Il a raison ou pas? La flat tax. Il n'a pas tort, parce que revenir à un taux d'imposition, alors que nous sommes très taxés sur les revenus du capital, et on a été les plus taxés dans l'OCDE, revenir à un taux qui soit fixe, c'est bien, oui, c'est bien. Enfin, fixe, c'est plus bas surtout. Hein. C'est au-delà qu'il soit fixe et qu'il soit plus bas. Fixe et plus bas. C'est un vrai signal pour vous. Avec une possibilité d'option. Ouais. Oui, certainement. Qui est envoyé notamment aux étrangers, enfin aux investisseurs étrangers, que voilà, qu'en France, désormais, bien, on taxe forfaitairement et peut-être un peu moins qu'avant le capital. C'est un vrai signe. Les choses vont changer puisque finalement, on va regarder le portefeuille d'une façon, j'allais dire, nouvelle, plus mobile. On sait qu'on a un taux qui est fixe. On sait aussi qu'on a la possibilité de prévoir. Il y a une option qui reste, c'est-à-dire qu'on a toujours le choix, sans les prélèvements, sauf dans un cas particulier, mais on a toujours le choix de revenir au système ancien, c'est-à-dire de tenir compte quand même d'une épargne plus longue pour le cas où vous êtes dans une imposition des tranches plus basses. Et on ne va pas augmenter votre impôt. C'est-à-dire que c'était une question, vous vous souvenez, qu'on s'était posée. Est-ce qu'en mettant la flat tax, c'est plus ou moins avantageux? Eh bien, la flat tax va être avantageuse pour les grands revenus et elle ne sera pas désavantageuse pour les pénalisante pour les et elle ne sera pas pénalisante. Donc ça, c'est quand même un signe fort. Ça veut dire qu'on veut bien accorder au capital son revenu et la contrepartie du risque qui est d'immobiliser des fonds pendant un certain temps, quelle que soit la durée. Bon, est-ce que ça va vraiment changer la façon, la manière de gérer son épargne? Ah oui, je pense que oui, parce que justement avec ce choix, on va être plus attentif aux placements qu'on va faire. Vous savez aussi qu'il y avait un amendement qui a été prévu pour que... La difficulté du gouvernement, c'est de flécher. Hein, c'est le mot qui est employé par notre Parlement. Comment flécher les revenus et comment c'est-à-dire s'arranger pour que les revenus d'ailleurs reviennent sur les PME. Première possibilité, celle qui consiste à avoir une réduction fiscale plus importante pour revenir en contrepartie d'ISF-PME qui avait été supprimée. Et le deuxième sujet, c'est de prévoir un régime de faveur, une clause dite de sauvegarde pour les abattements, pour l'investissement qui serait réalisé dans des PME de moins de 10 ans. Et donc, dans cette hypothèse-là, on maintiendrait le régime de faveur avec un régime antérieur à celui qu'on avait jusqu'au 1er janvier 2018. Donc, on veut bien flécher et on veut mais l'ISF-PME, pardon, je vous coupe, mais ça a été supprimé, ça? Ça a été supprimé, mais il est remplacé, si je puis dire, ou du moins ce qui est étendu, c'est l'impôt sur le revenu PME. Ah. Donc, on a deux fléchages. On a celui-ci, qui devrait nous permettre de continuer. Dans de meilleures conditions? Dans de conditions équivalentes, ou meilleures conditions. Sur le plan global, il est vrai qu'à partir du moment où on décidait de ne plus taxer à l'ISF les valeurs mobilières, c'était difficile de prévoir une réduction d'impôt sur des valeurs mobilières qui n'étaient pas taxées. Donc, ce système existait déjà pour les PME, d'ailleurs ces systèmes pouvaient cohabiter. Et bien donc là on dit, on vous engage à le faire de cette façon-là. À quelle hauteur déjà? Pardon, à quelle hauteur dans les... On est à 100 000 et 200 000 euros. D'accord. 100 000 euros pour un célibataire avec une réduction de 50%. D'impôt sur le revenu de 50%. De 50%. La deuxième possibilité, le deuxième fléchage, c'est d'introduire une clause de sauvegarde. Cette clause de sauvegarde, ça permet de préserver l'abattement de droit commun pour ce qui était réalisé antérieurement au 1er janvier 2018, donc d'avoir toute la faveur du système, avec le système optionnel si on le souhaite, mais là encore de donner un signe fort en disant vous avez intérêt à investir plutôt dans les PME que d'aller voir une action totale, une action SO ou quelque chose d'autre, sans que je cite ces titres comme étant des titres totalement négatifs ou négatifs d'une quelconque façon que ce soit. Et ça c'est un reproche qui avait été fait au gouvernement, en disant mais finalement l'épargne va aller où? L'épargne ira sur la bourse. Probablement de l'épargne ira sur la bourse. Et là, le changement qui va intervenir, c'est que dès lors qu'on n'a plus la question du délai, on aura des boursicoteurs, on aura des gens qui vont intervenir sur la bourse. C'est ça en fait, la détention de titres aussi, on est avec ce prélèvement forfaitaire unique, on est plutôt... On encourage à revendre rapidement ces actions, puisqu'il y avait des abattements pour durée de détention. Oui. Et c'est même par rapport à l'assurance vie aussi. Exactement. On était poussé à garder plus longtemps son épargne pour justement avoir une fiscalité plus favorable. Là, quelque part, mais pourquoi pas, après, pour ceux qui veulent sortir plus vite, ils seront moins taxés. Les gouvernements successifs, ou les présidences successives, de M. Sarkozy à M. Hollande, en passant par M. Macron, on voit bien qu'il y a un socle d'épargne qui est assez figé. Et on reproche... Ce ne sont pas les assureurs qui en sont responsables directement, mais on reproche que l'investissement ne soit pas fait strictement en unité de compte,
des valeurs du marché, mais sur des contrats en euros. Comment faire bouger ces contrats en euros? Bien dire qu'on a intérêt à vendre avant 8 ans. Et on a même étendu ça, puisqu'on avait figé, on avait collé, si je puis dire, le seuil de 150 000 euros pour un célibataire ou 300 000 pour un ménage. Et on disait qu'on était préservé. Là, on n'est plus préservé, et du moins, on va rentrer dans un mécanisme où on a intérêt à faire tourner plus rapidement, et on n'a pas intérêt à aller jusqu'au bout des 8 ans. Ce sera plus favorable d'utiliser la flat tax sur ce plan-là. Donc ça change les choses. Ouais, sauf qu'en plus, pour espérer gagner plus d'argent sur une assurance vie en unité de compte, mieux vaut en général avoir plus de temps devant soi. Donc il y a effectivement une espèce de paradoxe. Mais il faudra bien, finalement, l'immobilier revient. On va inciter les Français à allotir leurs actifs de façon plus nuancée. Autrefois, c'était les valeurs mobilières d'un côté, l'immobilier de l'autre. Là, on fait une petite... on clive un peu, si je puis dire, du verbe cliver, pas l'oncle Yves, les valeurs mobilières et l'immobilier en disant on pense que les valeurs mobilières sont plus de rendement. Mais on ne veut pas parler des valeurs. Quand on parle de l'économie réelle, on ne parle pas forcément de la bourse, on parle des PME. Donc on va demander aux contribuables d'aller regarder un peu plus près et d'aller vérifier qu'ils n'ont pas intérêt ou ils ont intérêt fiscalement à s'engager vers les PME. C'est toute cette chaîne. Si on la fait brutalement, quels vont être les impacts, on ne les connaît pas, mais si l'immobilier baisse, si la bourse monte et que la bourse tombe, il y aura de la perte de valeur, et les Français aiment bien l'immobilier, donc c'est cette nuance qui va se jouer avec le temps. Bon, sur les dividendes, rentrons dans le dur maintenant, qu'est-ce que ça change? Évidemment, on imagine qu'avec un taux de prélèvement forfaitaire unique à 30%, tous ceux qui sont en tranche marginale au-dessus seront les grands gagnants, ça on l'imagine. Ça c'est clair, mais on permet aussi, pour les plus modestes, dans des normes qui sont encore à définir précisément, de bénéficier du régime inférieur avec l'application... Régime antérieur. Du régime antérieur, pardon, avec l'application dite de la demi-base, vous savez, de l'abattement de 40%. Donc là encore, on ne pénalise pas les petits épargnants sur le système, ils vont avoir ce choix de pouvoir opter soit pour les 30%, soit au contraire de pouvoir bénéficier des 40%. Donc, à partir de quel niveau c'est plus intéressant de revenus justement? Alors, ça dépend, vous me direz après, pour une famille avec 2 enfants. Voilà, il faut que ces calculs, et puis ces seuils, on les a, mais il faut voir s'ils vont être définitivement acceptés ou pas. Quel va être le seuil? On se trouve aux alentours de 100 000 et quelques euros. J'ai vu à partir de 100 000 euros, s'il n'y a que des revenus du capital et qu'il n'y a pas d'autres revenus par ailleurs, à partir de 120 000 et quelques euros. Vous vous souvenez que dans nos tableaux, on avait parlé des tranches à 30%, mais on retourne à nouveau dans cette tranche de ce type. Bon, donc ça c'est pour les contribuables les plus modestes. On a fait le tour sur les dividendes ou il faut ajouter encore? À peu près, c'est assez simple pour les dividendes. Et sur la question qu'on s'était posée, c'est si j'ai un contrat à l'étranger, que j'ai une retenue à la source de 15% par exemple, normalement ma retenue à la source de 15% si j'ai un contrat au Luxembourg, ou en Italie ou ailleurs, ou si j'ai des dividendes qui proviennent du Luxembourg, normalement le Luxembourg va appliquer une retenue à la source de 15%, pour prendre l'exemple du Luxembourg. En France, mon impôt à 30%, il comprend de la CSG pour 17,2 et le solde pour l'impôt sur le revenu. Donc mon impôt sur le revenu n'est pas couvert par ma CSG, mais par mon imposition prélevée à la source. Cependant, je peux l'imputer sur d'autres revenus. Donc dans mes calculs, je ne perds pas. On pourrait penser que je ne peux l'imputer qu'à hauteur de 12,8, et en fait je peux l'imputer à 15 sur d'autres revenus. Si je n'ai pas d'autres revenus, c'est un peu plus délicat. Mais donc de ce point de vue-là, on voit bien que le capital est rémunéré, si je puis dire, convenablement. Bon, après les dividendes, maintenant les plus-values mobilières, là encore, il y avait un système d'abattement pour durée de détention. Comment ça se passe? Comment ça va coexister ou pas du tout? Alors déjà, si vous avez un portefeuille qui est antérieur au 1er janvier 2008, lui, il continue à fonctionner sur le système actuel, le système ancien. Ce qui veut dire concrètement que si vous voulez que la banque ne s'arrache pas les cheveux qui lui restent, si j'étais banquier, eh bien, c'est qu'il va falloir distinguer les comptes sur lesquels vous avez des titres anciens et les comptes sur lesquels vous avez des titres nouveaux. Et par souci de simplification, je pense que ce serait bien de séparer et ouvrir un compte pour les nouveaux titres. Ça me paraît essentiel. Mais ce système va perdurer, et donc là, déjà, c'est une difficulté technique d'imputer ce système. Ensuite, j'aurai le choix entre bénéficier du régime sans abattement à partir du 1er janvier 2018 et le régime du prélèvement forfaitaire. Et vous vous souvenez qu'on s'était posé la question de savoir comment, là encore, le système allait s'opérer. Est-ce que cela se passerait sur la durée du compte, et au fur et à mesure qu'on avait des plus-values? Mais on se disait, mais si j'ai des moins-values... Et en fait, non, pas du tout, on regardera à la fin. Et à la fin, on va regarder... À la fin de... Pardon? On regarde à la fin de... Alors à la fin, c'est-à-dire une fois que l'exercice fiscal est passé, c'est-à-dire que si nous nous situons en 2018, je ferai mon choix en 2019. Au moment de l'établissement de ma déclaration de revenus, je vais regarder si oui ou non j'opte pour le prélèvement forfaitaire, pour mes plus-values, ou si j'opte pour l'impôt sur le revenu. Avec les abattements. Alors, l'abattement, il interviendra, comment dire,
soit un abattement proportionnel du droit commun ou renforcé en fonction de la situation dans laquelle il pourra être, parce qu'on a encore redistingué des petites tranches, soit on prendra le système d'abattement fixe. Et les abattements jusqu'à, je ne sais plus ça en tête, mais 50% jusqu'à... Non, non, le seul qui consiste alors, quand je vous dis ça, c'est plus d'artillerie pour les gens qui partent à la retraite. Alors que les gens qui partent à la retraite avaient un régime avec un abattement de 85%, un abattement renforcé, plus un abattement de 500 000. Là, on aura droit à 500 000 ou les 85%. Pour les autres, en principe, on n'a pas cet abattement. Hein. On n'a plus de... comment dire, le seul abattement, ce sera la cause de sauvegarde que j'évoquais tout à l'heure, pour les petits revenus qui, eux, ont le bénéfice de cet abattement. Mais là, si je rentre dans la technique trop lourde, vous allez me dire que vos auditeurs, je vais les sont perdre. un peu perdus. Il nous reste juste, parce que ça concerne tout le monde, l'assurance vie, là encore, ce changement, l'instauration du prélèvement forfaitaire unique de 30%, ça va inciter à faire des rachats avant 8 ans, mais pourquoi pas, Oui. encore une fois? Oui, mais si on veut faire bouger ce socle, et si on veut mettre en compétition des contrats d'assurance vie, des placements qui rapportent à 1,5 point, sur lesquels d'ailleurs personne ne vit, y compris l'assurance vie, les frais pour les contrats d'assurance vie sont extrêmement faibles, et les compagnies d'assurance ne sont pas très favorables à maintenir que du revenu en euros, en fait, du contrat en euros. Donc, on va faire bouger un peu les lignes. Bon, donc votre avis, on finit là-dessus? Pas mal. Hein, ça Pas va dans mal, le bon sens aussi, non? à voir, mais pas mal. Même si cette contradiction sur le fait de ne pas encourager l'épargne longue qui va à rebours d'effectivement tout ce qui a été fait par le passé. J'ai envie de dire, on a toujours le temps de mettre un peu de frein s'il le faut. Bon, merci. Voilà, donc ça va changer pas mal de choses quand même dans la façon de gérer son épargne. On l'a vu sur les dividendes, sur les plus-values, et sur l'assurance. Sur le choix, c'est pas anodin. Hein. Le choix des plus-values, sur le choix toujours fluidifier cette épargne plutôt vers les PME de moins de 10 ans. Voilà, merci à vous, merci pour ces commentaires et ces explications. Tout ça est signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au cabinet Franklin. Merci Maître. Merci David.